Bienvenue à la série de webinaires de l'OSANO. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact de la distanciation sociale en tant qu'aidant naturel. Cette distanciation est nécessaire pendant la pandémie de la COVID-19 et pose des défis aux aidants naturels. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment optimiser la connexion sociale avec les personnes aimées et obtenir le soutien que vous méritez maintenant comme aidant naturel. Je m'appelle Indira Fernando, je serai la modératrice d'aujourd'hui et je suis chargée de programme à l'OSANO. Je vais vous présenter le docteur Nasrin Khatri, qui est psychologue clinique agréée, gérontologue, neuroscientifique et formatrice avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Elle a complété ses études de post-doctorat au Centre de toxicomanie et santé mentale. Entre le 2004 et le 2012, elle a été à la tête de la clinique des troubles de l'humeur et troubles adjoints et a fondé les services de thérapie cognitivo-comportementale à l'hôpital Baycrest. Elle a fait des traitements novateurs pour la dépression et l'anxiété pour les personnes âgées, y compris la thérapie cognitivo-comportementale, la pleine conscience, l'exercice. Elle est financée comme chercheuse depuis le 2006 et a écrit des articles dans des journaux et des livres. Merci le docteur Khatri d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à l'OSANO et à tous ceux qui vont nous joindre cet après-midi. Je vous remercie de m'avoir invité. Ma recherche et mon travail s'agit surtout des troubles de l'humeur lorsque nous vieillissons et comment cela a un impact sur notre cerveau. Je vais me concentrer davantage sur les adultes âgés comme aidants naturels et les personnes atteintes de démence, ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont avec nous aujourd'hui prennent soin de quelqu'un qui est atteint de démence. Cela pourrait être un problème de santé mentale ou autre chose. Donc j'attends avec impatience vos questions. Je vais laisser du temps pour cela. Je vais vous donner de l'information de base par rapport à être un aidant naturel et l'impact que la pandémie de la COVID-19 a sur les aidants naturels et l'isolement social que nous sommes en train de subir en ce moment. Mais je vous parlerai avec plaisir de ce qui vous vient en tête. Je suis sûre que le groupe qui se réunit aujourd'hui s'y connaît beaucoup mieux que moi, en fait, mais nous devons vraiment souligner les aidants naturels parce que nous savons que des millions d'aidants naturels à travers le Canada sont les aidants naturels principaux qui existent pour les personnes âgées. Donc, nous savons aussi qu'en fait, nous donnons des milliards de dollars de soins non payés à ces personnes, les personnes aimées, la famille, les amis. Donc c'est très important de les illuminer et d'assurer qu'ils obtiennent l'aide dont ils ont besoin. Nous savons qu'il existe un cas de démence toutes les quelques minutes, donc ce n'est pas le Canada et les soins de santé du Canada qui fournissent l'aide. La plupart, c'est des aidants naturels et la plupart des aidants naturels, c'est des femmes. Je parlerai du genre plus tard, mais je voudrais dire que l'impact que le rôle d'être aidant naturel a sur la santé mentale est énorme. Nous savons que un grand pourcentage des dents naturelles souffrent de dépression et je vous parlerai de la perspective clinique. Mais je veux dire que bien évidemment, les gens subissent le rôle des dents naturelles comme étant quelque chose
qui les récompense, mais nous avons une limite côté ressources financières, émotionnelles et du côté du temps. Donc beaucoup d'aidants naturels sont dans une situation que nous appelons fréquemment la génération sandwich. Disons un aidant naturel typique, à peu près une femme d'à peu près 49 ans, disons, qui prend soin d'enfants qui ne se sont pas encore lancés parce qu'ils le font généralement plus tard, et elle prend soin de parents âgés parce que nous vivons plus longtemps, et elle travaille aussi. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Les gens n'ont pas beaucoup de temps, cela est stressant, ils ont des difficultés financières parce qu'ils doivent peut-être travailler moins qu'auparavant et ils sont éreintés physiquement. Nous savons aussi qu'être un aidant naturel est en fait une récompense, mais en fait, cela peut créer de la dépression. Donc, que vous preniez soin d'enfants en bonne santé ou des personnes âgées avec ou sans des défis, cela mène à une dépression plus fréquemment que ne pas être un aidant naturel. Et encore une fois, les femmes sont plus fréquemment des aidants naturels que des hommes. Bon, les femmes plus probablement seront des aidants naturels et elles sont diagnostiquées comme étant atteintes de dépression 2 fois plus que les hommes et elles ont 2 fois plus de possibilités d'être atteintes de démence que les hommes. Mais ce qui est clé, et je l'étudie, est que pour les gens, hommes ou femmes, qui ont un historique non traité de dépression au milieu de leur vie ou plus tard, ils ont une possibilité de développer de la démence 2 fois plus que les personnes qui ne partagent pas cette histoire non traitée, de dépression non traitée. Donc c'est très important que les gens soient contrôlés et voir ce qui se passe côté anxiété et dépression au milieu de leur vie, parce qu'ils sauvent comme ça leur santé mentale et aussi leur cerveau plus tard. Donc ce qui se passe, c'est que quand nous ne le faisons pas, en fait, nous établissons une situation par où on aura des problèmes qui se passent plus fréquemment chez les aidants naturels. Les femmes seront très fréquemment les aidants naturels, elles ont plus tendance à être déprimées, et si elles sont déprimées, plus tard, quand elle développe la démence, ça sera une situation difficile pour elle parce que c'est difficile de savoir qui sera l'aidant naturel pour cette personne quand elle vieillira, surtout pour des personnes qui n'ont pas d'enfants ou de famille ou de partenaires en ce moment-là. Parce que statistiquement, les femmes tendent à avoir des partenaires qui sont plus âgés qu'elles. Donc toutes ces choses-là sont des faits multiples, mais nous en parlerons plus tard et je répondrai à vos questions. Maintenant, mettons la pandémie en dessus de tout cela, et c'est un temps très difficile pour tout le monde. Donc je veux reconnaître tout d'abord que tout le monde est en train de subir une détresse. Et on a des gens qui sont plus anxieux, plus déprimés, plus fâchés, plus frustrés, plus isolés. Tout cela, c'est des réactions naturelles. C'est difficile de savoir qui ne se sentirait pas comme ça durant des temps comme cela, mais c'est un fardeau ajouté aux aidants naturels qui, comme je l'ai dit auparavant, être un aidant naturel, c'est quelque chose d'informel. Alors peut-être vous prenez soin de votre père qui vit de façon indépendante et est en bonne santé, mais vous vérifiez comment il va, vous faites l'épicerie pour lui. Donc ce n'est pas que les gens soient forcément des aidants naturels de quelqu'un qui est malade, mais ils ne peuvent pas maintenir la connexion pour leur propre tranquillité d'esprit à cause de la connexion qu'ils ont avec cette personne, mais aussi le fait qu'ils ne peuvent pas les aider. Donc rappelez-vous qu'auparavant j'ai dit que c'est comme une génération sandwich pour cette femme aidante naturelle très typique à un âge moyen. Restons avec cet exemple.
Moi, vraiment, cette image d'être un aidant naturel, moins comme un sandwich et plutôt comme un pizza. Oui, on a des relations hiérarchiques, parents, enfants, mais on a aussi beaucoup de relations latérales à cause de la situation de la société en ce moment. Les gens se marient plus tard, ont des enfants plus tard ou n'ont pas d'enfants du tout. Ils prennent peut-être soin d'amis, de voisins, d'époux, d'ex-époux, et cela s'éparpille dans l'horizon. Donc, il existe beaucoup de types différents de relations que les gens subissent comme étant des relations de soins. Donc, nous devons faire attention. Il faut prendre soin de soi-même. Faut prendre soin de soi-même, étant donné le fait, tout d'abord, que nous sommes ceux qui sommes en train de soutenir d'autres personnes dans nos relations. Et je dis nous parce que on a des gens qui étaient des aidants naturels, des gens qui sont des aidants naturels maintenant et des gens qui le seront dans l'avenir. Donc, il existe trois groupes et c'est très important de l'illuminer. Maintenant, nous allons parler de quelque chose avec de l'espoir. C'est de la recherche qu'on a fait avec des aidants naturels par rapport aux aidants naturels. On a étudié comment travailler en ligne pour atteindre les aidants naturels là où ils habitent et nous parlerons aussi de ce dont les aidants naturels doivent être conscients par rapport à leur santé mentale. Quand devraient-ils demander de l'aide? Et je vais vous donner des idées. Espérons que cela vous soit utile. Et nous ferons la foire aux questions. Donc, le genre d'études que je fais qui aide les aidants naturels, mon équipe et moi avons été les premiers au Baycrest qui avons trouvé que la thérapie cognitivo-comportementale, qui est le standard pour la dépression maintenant comme thérapie, est en fait fondée sur des preuves. C'est une thérapie où l'on parle et on change des modèles maladaptifs de pensée à des modèles adaptatifs et cela aide avec l'humeur. Donc, on a établi un programme de ce genre de thérapie spécifiquement pour des aidants naturels, d'époux et épouses euh, atteints de démence qui n'étaient pas dans des établissements de soins à longue durée. Ils étaient chez eux et au début de l'étude, 100% des participants étaient atteints de dépression ou d'anxiété. À la fin de l'étude, 3 sur 10 répondaient à ces critères. Donc, on a réussi à améliorer leur état d'esprit. Et comme je vous ai dit, si vous faites attention maintenant à votre santé mentale, cela vous sauve plus tard aussi. Donc, je veux l'ouvrir un peu. Je veux dire que la raison pour laquelle ceci est important est parce que la dépression et l'anxiété peuvent être traitées. Nous avons des médicaments excellents et des traitements non médicaux pour la dépression et l'anxiété. Mais la démence ne peut pas être traitée. Donc, on ne veut pas que les gens aillent dans ce trajet de déclin cognitif de la démence plus tard. Donc, on a trouvé, en résumé, que les gens ont vraiment amélioré avec ce traitement de thérapie cognitivo-comportementale fondée sur les preuves. Mais l'autre chose qu'on a découvert, c'est que non seulement ils pensaient de façon plus adaptative, mais aussi de façon plus claire. Donc, on fait des tests papier, côté cognition, leur attention, leur concentration, leur planification, tout s'est amélioré. Donc, cela est quelque chose qui est certainement bon pour des personnes à l'âge moyen qui sont des aidants naturels ou pas, parce que cela améliore leur état d'humeur, leur état d'esprit et cela améliore aussi leur capacité de penser. Donc c'est important de le voir. Un autre programme avec lequel j'ai collaboré avec l'Association canadienne de santé mentale est une étude où j'ai formé des non-cliniciens à faire ce travail en groupe avec des personnes dans des centres pour les personnes âgées et le propos était non pas de traiter des gens
qui n'étaient pas bien côté clinique, mais qui avaient besoin d'aide pour gérer leur stress. Donc, c'était un groupe de résolution de problèmes. On l'a fait en 4 langues, anglais, français, mandarin et cantonais. Et on l'a fait à travers le sud de l'Ontario. On a eu des centaines de participants et même résultat. C'est-à-dire ces pairs auxquels on a donné de la formation par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale, on a trouvé les mêmes résultats pour ces personnes. Ils se sont vraiment améliorés, ce qui veut dire que nous pouvons optimiser notre santé cérébrale et mentale. Et même si on ne va pas bien, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer. Je vais cesser de parler de la recherche maintenant et je vais passer maintenant à parler de la situation d'être un aidant naturel. Comme on est dans une situation sans précédent vraiment, on est dans des pandémies multiples en même temps. D'abord, la pandémie côté santé physique de gens qui sont atteints de la COVID et développent des symptômes et sont malades. Deuxièmement, une pandémie économique qui est vraiment en train de causer du chômage en masse et a posé beaucoup de problèmes à l'économie mondiale. Et comme je l'ai dit, les aidants naturels sont vulnérables à ne pas pouvoir travailler à temps complet ou devoir changer les heures pour s'adapter à leur rôle comme aidant naturel. En tout cas, tout cela se voit augmenter dans une situation où l'on a des changements et des problèmes économiques, des problèmes de santé et aussi, comme nous savons que nos aînés sont plus vulnérables comme groupe, eux-mêmes à développer le coronavirus. Et troisièmement, on a la pandémie de santé mentale comme résultat de tout cela. Donc, je vais vous en parler. Si vous êtes aidant naturel ou si vous travaillez avec des aidants naturels et vous trouvez que soit vos clients ou vous-même, vous vous sentez anxieux, en colère, sans espoir, en deuil, tout cela est naturel parce qu'une partie des effets psychologiques de la quarantaine sont des symptômes similaires aux troubles du stress post-traumatique où vous subissez beaucoup de stress et c'est presque traumatique. Dans ce cas-ci, une chose que vous pouvez dire est que vous n'êtes pas seul. Pensez à moi, à cette présentation d'aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de subir tous. Et j'espère que ce type de webinaire et notre capacité de nous connecter, j'aimerais bien qu'on soit tous et toutes dans la même salle, mais quand même, on est en train de se connecter et de partager des choses et c'est une façon d'ouvrir les choses. Donc sachez que les aidants naturels ne sont pas tout seuls. Ils disent fréquemment à moi, ils me le disent et à d'autres qui sont déjà isolés dans le meilleur des temps. Mais là, quand on est auto-isolé, on doit apprendre à le reconnaître, à rendre honneur à cela et comprendre que c'est naturel, que ce n'est pas inusuel. Donc, je vais prendre un exemple spécifique qui va dire beaucoup de choses à beaucoup de gens. Une chose que les gens me disent de plus en plus pendant la pandémie est qu'ils ont des problèmes de sommeil plus qu'avant en tant qu'aidant naturel. On a de bonnes raisons. Un des effets de la quarantaine est de sentir qu'on est en siège. Donc, beaucoup d'entre nous vivons tout seuls au Canada. Donc, en fait, le ménage le plus commun est que les gens vivent tout seuls. Donc, peut-être les gens vivent l'isolement de façon magnifiée parce qu'ils se sentent plus seuls, ils ne peuvent pas sortir, avoir des expériences sociales comme auparavant. Mais que les gens vivent tout seuls ou avec leur propre famille, ou partenaires, ou avec des gens qui partagent, disons, le ménage, quand vous devez vous auto-isoler et ce n'est pas un choix, les gens commencent à se sentir que psychologiquement, ils sont sous siège parce qu'on veut être connecté. Donc, si quelque chose nous est appris par la pandémie et que ce que cela nous enseigne, c'est que nous sommes plus sociaux que ce que nous pensions.
on ne peut pas se connecter avec les amis, la famille, toutes les connexions naturelles que nous avons. Et donc, ce que cela nous fait sentir est qu'on est séparé du groupe. Et cela est quelque chose de très stressant pour les êtres humains et les mammifères. Donc, ce qui se passe psychologiquement, c'est que l'hormone du stress, le cortisol, augmente et la testostérone, qui est l'hormone de la maîtrise, se voit réduite. Donc, cela se voit réduit. Le cortisol augmente et quand il augmente et reste au haut, cela commence à tuer des cellules cérébrales et mène à des choses comme la dépression et l'anxiété. Qu'est-ce que cela a à voir avec le sommeil? Bon, qu'est-ce qui se passe côté évolution? Si vous êtes seul, si vous étiez seul auparavant, vous n'étiez pas en sécurité. Maintenant, nous le sommes en sécurité. Mais vous savez, on a un côté très primaire, un côté viscéral des choses. On se sent seul et en danger, et donc on peut dire qu'on dort avec un œil ouvert parce qu'on n'est pas avec des gens que nous connaissons et que nous aimons. Donc, quand on a une perturbation au sommeil, d'autres systèmes corporels se voient perturbés, on est en détresse et on ne peut pas penser de façon correcte pendant la journée. Voilà un exemple de quelque chose qui est peut-être perturbateur. Mais parlons d'autre chose, parlons de l'idée de, bon, qu'est-ce qui est normal? On a parlé de ce qui est normal en ce moment, de ce qui était normal auparavant, quel va être le nouveau normal, côté société, mais côté émotion et santé mentale aussi. Parlons des choses de façon séparée. Tous les troubles mentaux sont deux choses. On se sent en détresse, trop seul, trop fâché, trop triste, trop anxieux, sentant trop de perte ou de solitude beaucoup de temps. C'est le côté émotionnel. Et l'autre côté est que le fonctionnement est perturbé dans votre vie. Vos relations de travail, votre capacité de travailler, votre capacité de faire des activités quotidiennes à la maison, vos relations. Et donc voilà les deux choses. L'autre chose que je veux mentionner est que la santé mentale est un continuum. Ce n'est pas un switch. On est tous parfois plus stressés ou moins stressés, mais en ce moment, nous devons vraiment être conscients que c'est naturel qu'on soit plus stressé, de le reconnaître, de l'accepter dans une certaine mesure et de faire ce que nous pouvons pour nous adapter. Donc je pense que quand l'on me demande ce qui est normal maintenant ou qu'est-ce qui va se passer, je pense qu'il faut mettre de côté ce mot en ce moment. Ne pas parler de ce qui est normal, mais plutôt de ce qui est adaptatif et sain dans l'avenir. Donc, parlons de deux troubles mentaux qui affectent qui sont la plupart de nos problèmes de santé mentale. Dans 80% des gens qui habitent en communauté et non pas dans un hôpital. C'est la dépression et l'anxiété. Côté clinique, alors, qu'est-ce que la dépression? Quand vous allez voir un professionnel de la santé mentale, que cherche-t-il? Bon, ben, la dépression clinique est vraiment une constellation de 3 paniers de symptômes. Ce que je veux dire, c'est que le premier panier est le typique. Je me sens déprimé, c'est-à-dire je me sens triste, engourdi, je ne peux pas sentir, ce genre de choses. Deuxième panier de symptômes, et le panier physique, donc des changements dans le sommeil, sentir qu'on ne peut pas dormir, qu'on est atteint d'insomnie ou qu'on veut dormir tout le temps d'un autre côté, des symptômes côté appétit. Donc vous voulez manger beaucoup de gourmandises par exemple ou beaucoup de manger très fréquemment et vous n'avez pas d'énergie ou bien vous êtes agité comme si vous aviez un moteur dedans, mais non pas de façon agréable. Et le troisième panier, le panier cognitif, c'est-à-dire que vous soyez un enfant, un adolescent, un adulte âgé, tout le monde a des problèmes cognitifs quand on est
atteint de dépression, des idées suicidaires, des pensées négatives, une perturbation à la capacité de penser, donc des problèmes dans le raisonnement, l'attention, la concentration, la planification, les compétences sociales. Donc essentiellement, si quelqu'un est atteint de tous ces symptômes, ou quelques-uns d'entre eux, le panier des symptômes émotionnels, celui des problèmes physiques et celui des problèmes cognitifs, 2, 3 semaines ou plus, alors c'est le temps d'aller voir un professionnel de la santé mentale et voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous savez, moi, en tant que chercheuse et clinicienne qui travaille avec des adultes plus âgés et comme scientifique, c'est important pour nous de nous assurer que les aidants naturels prennent mieux soin d'eux-mêmes, non pas seulement pour être de meilleurs aidants naturels, mais parce que nous le méritons et nous savons que les aidants naturels, maintes fois, ne veulent pas aller demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils se sentent coupables de prendre du temps de leurs autres obligations. Mais le soin de soi-même n'est pas quelque chose d'égoïste. Les aidants naturels doivent prendre soin d'eux-mêmes et je vais vous dire de quoi il s'agit dans une minute. Je vais aussi vous parler de l'anxiété clinique maintenant. Donc, c'est quoi la différence entre être tout simplement anxieux parce qu'on est atteint d'une pandémie mondiale et être plus que cela, être anxieux au niveau clinique? Ceci est un exemple spécifique que je peux vous donner. Disons qu'une porte se ferme derrière moi très fort. Je vais être très surpris, mais la différence entre mon expérience et celle d'une personne qui est anxieuse cliniquement est que quand je suis extrêmement surprise, je peux avoir des pensées d'anxiété, ma tension va augmenter et en 5 ou 10 minutes, après être sursauté, mon rythme du cœur, tout va descendre à la base. Mais quelqu'un qui est atteint d'une anxiété clinique, ça ne se passe pas. Pensez à de l'eau qui est en train de bouillir déjà 50%. Ça n'exige pas beaucoup de stress que cela devienne quelque chose qui bout vraiment. Et ça va prendre du temps pour que l'eau revienne à la température de la chambre. Donc, sachez que cette anxiété, cette charge d'anxiété est toujours là quand vous pensez à ces choses-là. Donc, j'espère que ceci puisse vous éclaircir les choses par rapport à quand chercher de l'aide ou quand être inquiet de ce qui se passe. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelques idées que je puis vous donner. On a parlé déjà donc un peu des statistiques concernant les aidants naturels au Canada, la raison pour laquelle c'est important d'illuminer les aidants naturels et qu'est-ce qui serait utile, c'est-à-dire quelles recherches avons-nous fait où nous avons trouvé qu'on peut améliorer l'état d'esprit des aidants naturels. On a parlé aussi de ce qui se passe en coulisses, la situation de la génération sandwich ou pizza des aidants naturels, la couche supérieure de la pandémie, côté économique, côté santé, parce qu'on prend soin fréquemment de personnes qui sont atteintes du virus et faisons le côté positif maintenant. Pensons à ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation. On peut faire beaucoup de choses en fait et j'espère qu'une partie de cela vous soit utile. Tout le monde trouve que quelque chose d'autre peut l'aider. J'espère qu'on ait de l'espoir après cette conversation. Une chose est de parler avec quelqu'un. Vous me parlez maintenant à moi ou vous parlez peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est important. Les études montrent que parler avec quelqu'un, un confident, un ami, un membre de la famille, un conseiller, quelqu'un qui donne des services spirituels, quelqu'un à qui vous faites confiance comme professionnel de santé, ça ne doit pas être un professionnel, mais vous devez vraiment
vous décharger de ce que vous pensez parce que cela aide notre physiologie, le cortisol se voit réduit, les hormones du stress, mais en plus on obtient du soutien dont on a besoin et que l'on mérite. Et une fois qu'on en parle, on peut s'entendre parler de ces problèmes et les problèmes en ce moment-là, n'ont plus l'air si terrible qu'auparavant, parce qu'on ne sent pas qu'on est en train de tenir quelque chose sous pression, sous l'eau. Et la personne avec laquelle pourrait vous donner de l'aide vraiment essentielle. Ils peuvent peut-être avoir quelqu'un que vous pouvez appeler pour résoudre vos problèmes, ou ils peuvent vous donner de l'aide financière, ils peuvent vous donner de l'aide côté être un aidant naturel. Donc, être ouvert par rapport à nos besoins est très important parce que personne ne peut lire notre pensée. On ne sait pas ce dont on a besoin ou ce que l'on veut. Deuxième idée, sachez que vous n'êtes pas seul. Absolument tout le monde a été impacté et mis en détresse à cause de la pandémie dans laquelle nous nous trouvons. Et s'il y a une leçon qu'on peut prendre, c'est qu'on est tous connectés. Je parie qu'en allant de l'avant, par exemple, dans l'avenir proche, les gens vont être plus sensibles par rapport aux problèmes des autres. En fait, les gens vont être plus sensibles à ce que vous avez à dire et à partager. Cela prouve que cela améliore votre état d'esprit et votre état cognitif. Écrivez quelque chose, n'importe quoi. Écrivez quel est votre problème aujourd'hui, quelle est la liste de choses que vous voulez faire, des pensées que vous avez. Cela peut être, par exemple, quelque chose point par point. C'est très important parce que, comme nous le savons, d'autres modèles, par exemple d'affaires, ce qui est mesuré est géré. Mais même si vous l'écrivez, vous allez commencer à mieux vous sentir. J'ai parlé un peu du sommeil, du point de vue de sa perturbation quand on est en auto-isolement. Le sommeil, l'exercice, la diète, vous l'entendez mentionner toujours par les professionnels de soins de santé, mais c'est encore plus important maintenant. Il faut obtenir un sentiment de contrôle quand nous sentons que beaucoup de choses ne sont pas sous notre contrôle. Comment le faire? Établissant une structure dans une situation qui peut facilement devenir très fluide. Alors on va se lever en même temps, au même, à la même heure tous les jours. On va prendre la douche, on va changer de vêtements, on prend les repas à la même heure, on a de petits objectifs pour la journée. Donc, je sais que je parle avec des gens qui sont très occupés, donc je sais que ce n'est pas un monde de loisirs, ce n'est pas que vous n'avez pas de choses à faire, mais je pense que c'est important quand même de vous concentrer à ces choses, de les laisser le plus structurées possible. Et je veux vous dire une chose, que quand il s'agit du sommeil, c'est vraiment clé. Donc, essayez d'aller au lit à la même heure tous les jours. Vous réveillez à la même heure et si vous avez de mauvaises pensées la nuit, écrivez-les et débarrassez-vous d'elles. Les études montrent que cela peut vous aider avec le sommeil. Quand il s'agit de l'exercice, si vous pouvez sortir quoi que ce soit que vous puissiez faire avec de la distanciation sociale sécuritaire, même marcher à la maison, dans votre jardin, dans la rue, quoi que ce soit que vous puissiez faire de façon sécuritaire est important, parce que c'est très important pour la santé mentale et cérébrale de pouvoir faire un tout petit peu d'exercice tous les jours. Côté diète, quand c'est le temps d'une collation, manger quelque chose qui n'a qu'un ingrédient. Une banane n'a qu'une banane. Des croustilles n'ont que des croustilles, ont des croustilles et autre chose. Donc, quelque chose de sain. Et l'autre chose qui aide est de pratiquer la gratitude. La recherche le montre. Il y en a d'entre nous qui sommes dans des situations plus difficiles que les autres, mais je pense que c'est un temps où nous pouvons soit écrire ou penser à quelque chose qui nous fait nous sentir
de la gratitude. Cela aide, côté santé mentale, cela aide à planifier, de faire des choses qui sont plus intelligentes côté fonctionnement. Et une autre chose qui est importante à faire aussi est de se reposer. On n'a pas beaucoup de respect pour le repos dans la société occidentale, mais c'est important de pouvoir tout simplement écouter un peu de musique, faire de la méditation, faire du yoga, et écouter des affirmations positives, quoi que ce soit qui puisse être bon pour vous. Ça peut être n'importe quoi. Donc les gens qui prennent même 5 minutes pour se reposer tandis qu'ils sont éveillés sont en train de se faire beaucoup de bien. Essayez aussi de faire quelque chose que vous aimez faire. Quelque chose que j'entends fréquemment de la part de personnes qui me sont proches ou de clients est qu'ils sentent que les choses qui les réconfortent, euh, ces choses leur sont enlevées. Le sport, le loisir, sortir, aller à des cafés, des bars, des restaurants, tellement de choses. Et d'une façon ou d'une autre, je pense que ce que nous subissons tous comme groupe en ce moment est ce deuil anticipatoire, c'est-à-dire vous sentez une perte de quelque chose que vous n'avez pas encore eu. Pour les jeunes, la cérémonie d'octroi de diplôme, les jobs d'été. On a tous perdu quelque chose et je pense que nous partageons ce genre de deuil. On attendait à avoir des choses et on ne peut pas les avoir, mais les êtres humains sont très adaptatifs, donc il faut trouver quelque chose que vous aimez faire. Un spectacle, de la musique, cuisiner quelque chose que vous aimez, quelque chose de petit que vous pouvez attendre d'avoir. Et finalement, surtout important pour les aidants naturels, c'est de faire un plan, c'est-à-dire écrivez des notes par rapport à qui pourrait vous aider. Par exemple, j'ai parlé au début de l'exemple où vous vérifiez comment va votre père, etc. Mais ce que je veux dire, c'est, bon, qui d'autre pourrait vous aider à cela? Écrire des lettres, des textos, faire du FaceTime, envoyer des aliments à quelqu'un, vous savez, écrire des cartes, n'importe ce que vous pouvez faire, n'importe le style de votre famille, de vos amis, de votre réseau social côté communication, c'est très important d'avoir cette connexion sociale en ce moment. Et la chose finale que je veux dire est que je pense que j'ai beaucoup d'espoir et je veux que cela soit transmis. On m'appelle une optimiste, mais je pense qu'un optimiste fait quelque chose parce qu'il pense que les résultats seront bons. Et ce que je sens pendant cette pandémie n'est pas forcément de l'optimisme, mais plutôt de l'espoir. Parce que avoir de l'espoir veut dire qu'on pense que ça vaut la peine de faire ce qu'on fait parce que cela donnera de bons résultats. Donc je vous souhaite d'être en bonne santé et en sécurité. Et je vais laisser le micro maintenant pour que nous puissions entendre vos questions. Merci beaucoup, le docteur Catry, pour cette conversation si importante.